Bonsoir, soyez les bienvenus dans notre webinaire. Ce soir, nous allons traiter des questions de droit du travail, en particulier les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les relations sociales pendant et après le confinement. Notre intervenant ce soir est maître Étienne Collin, avocat en droit du travail et enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, nous avons pu assister avec la pandémie du Covid-19 un certain nombre de décisions prises par les pouvoirs publics. Dès le 16 mars, les juridictions en configuration collégiale ont suspendu leurs travaux, hormis les cas d'urgence pénal, famille ou référé liberté. Cette suspension des juridictions, en particulier celles compétentes en droit du travail, a eu un certain nombre de conséquences qui vont être traitées ce soir. Mais on a pu aussi assister à un certain nombre de modifications des règles qui s'appliquent aux salariés et à des comportements d'employeurs irresponsables qui ont pu mettre en danger la santé de leurs employés. Voilà tous les sujets que nous allons aborder ce soir. Maître Collin, vous avez la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. On a en effet pensé que le 1er mai était une date opportune pour essayer de faire un point sur une question majeure dans l'état d'urgence sanitaire qu'on connaît, qui est la question des droits des salariés et du droit social. Je vais bien évidemment faire un point relativement rapide et aussi précis que je le pourrai sur l'état du droit social dans cette période. Mais avant d'arriver directement dans le fond du sujet, je voudrais, à titre introductif, rappeler quelques éléments de permanence de cette crise qui concernent directement les relations sociales et qui, je crois, doit nous intéresser au premier chef et qu'on doit avoir en tête quand on aborde ces questions. Cette crise sanitaire et cet état d'urgence sanitaire, cette crise sanitaire telle que nous la connaissons aujourd'hui avec le confinement qu'elle a engendré, est d'abord, me semble-t-il, un formidable accélérateur d'inégalité sociale. Et je crois que c'est de cette situation qu'il faut partir. Accélérateur d'inégalité sociale, parce que si je prends quelques exemples, vous verrez que la situation est fatalement assez dramatique pour les catégories les plus populaires de la population. Je passe par exemple sur la question éducative, où tous les professeurs vous expliqueront que ils ont 30%, 20 à 30% des élèves qui sont sortis de leur radar et que c'est précisément ce dont il faut s'occuper. C'est un petit peu la même chose sur la question sociale et la question du droit du travail. Quand vous êtes en activité partielle, ça n'a pas été beaucoup relevé, en chômage partiel, que vous êtes indemnisé à 84% du salaire net pendant que vous restez chez vous inactif. Pour toutes les personnes qui gagnent bien leur vie, c'est une augmentation de pouvoir d'achat, paradoxalement. Toutes vous le diront. Parce qu'on dépense beaucoup moins en état d'urgence quand on est confiné chez soi que ce qu'on dépense d'habitude, puisque l'essentiel de ce que dépensent les gens fortunés est dépensé en épargne ou en consommation à l'extérieur du domicile. Et pour toutes les catégories les plus populaires, on se rend compte, il y a eu des statistiques qui ont été faites, que ça peut être une augmentation, si vous êtes au SMIC avec 2-3 enfants, ça peut être une augmentation de 20% du coût de la vie au quotidien, parce que vous perdez notamment le bénéfice de la cantine avec les tarifs scolaires, que vous augmentez le prix de l'énergie, de l'électricité, etc., parce que vous avez vos enfants en permanence à la maison. Donc c'est un accentuateur, un amplificateur d'inégalité sociale et d'inégalité, le fait d'être confiné chez soi. De la même manière, il y a une inégalité majeure entre ceux qui sont appelés à travailler et ceux qui ne sont pas appelés à travailler dans la période. Ce sont les mêmes, et toujours les mêmes, qu'on appelle à travailler. Ceux-là, on les appelle à travailler, on va le voir tout à l'heure, en dépassant même les durées maximales de travail, dans des conditions qui peuvent être extrêmement difficiles. Et puis des catégories entières de la population qui vont être dispensées, une majeure partie maintenant, de la population qui va être dispensée complètement de travail. Et évidemment, il y a une égalité majeure entre des salariés qui seraient par ailleurs placés dans une situation qui serait plus ou moins équivalente. De la même manière, et c'est là où je veux en venir, il y a d'abord une inégalité majeure entre salariés et non-salariés. Celles et ceux que la crise frappe le plus fort sont ceux qui, précisément, ne sont pas salariés et ne bénéficient pas du droit du travail. Ces faux indépendants,
ces indépendants modestes, ces patrons de TPE dans le domaine éducatif, culturel, dans les hôtels, cafés, restaurants, dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine de la prévention, des éducateurs, etc. Tous ces faux indépendants, tous ces auto-entrepreneurs qui ne bénéficient absolument pas du lien salarial, ils ne bénéficient pas du chômage partiel, ils ne bénéficient pas de la possibilité de faire garder leurs enfants en étant indemnisés par la sécurité sociale, ils ne bénéficient pas du télétravail, ils ne bénéficient pas de tout ça. La plus grande inégalité, c'est celle de ceux qui ne sont pas couverts par le lien salarial, précisément qui ne sont pas salariés. Et donc, c'est un hommage au salariat, ce qui se passe aujourd'hui. Tous les dispositifs de protection dont on bénéficie et dont on est heureux de bénéficier dans une période aussi dure que celle-là, eh bien, ils sont liés au lien salarial et à la protection dans l'emploi. Parce que je prends l'exemple américain, vous l'avez tous entendu comme moi, vous l'avez forcément relevé, plus de 10 millions de chômeurs en à peine un mois. C'est évidemment, ils sont salariés, ceux-là, ils sont salariés, mais ils ne bénéficient pas d'une protection dans l'emploi, parce qu'ils peuvent, vous le savez, aux États-Unis, être licenciés quasiment instantanément en cas de difficulté. Il n'y a pas de dispositif de chômage partiel, il n'y a pas de dispositif d'activité partielle et de prise en charge par la sécurité sociale ou les pouvoirs publics d'une situation comme celle-là. Ça se traduit mécaniquement par des millions de licenciements. Tout ça rend hommage à l'État-providence tel qu'on le connaît et au droit du travail, parce que la première des protections, c'est la protection des travailleurs par le droit du travail. C'est donc un hommage au salariat et à l'État-providence. Et comme souvent dans ce genre de période, on fait le constat, ce que les pouvoirs publics font de façon assez générale, que j'ai entendu plusieurs fois, comme vous, sur les plateaux de télé. On commence par expliquer, le pouvoir actuel le fait, que c'est grâce à tous les mécanismes d'État-providence et de protection du salariat qu'on peut mieux que d'autres résister à la crise. Et dans le même temps, on va le voir, on adopte immédiatement une réaction qui est de remettre en cause des éléments essentiels de cet État-providence. Et là, on a une contradiction majeure qu'on connaît, la même contradiction, rappelez-vous, que celle qu'on a connue en 2008 après la crise économique, après la crise monétaire. Tout le monde a fait l'analyse que la France résistait mieux que l'autre à la crise parce qu'elle avait des amortisseurs sociaux et un État-providence fort qui permettait de protéger. Et en même temps, on sait très bien que la première réaction, c'est généralement de partir du postulat que l'intérêt, toujours le même postulat qu'on ne peut pas accepter, mais qui est très diffusé dans la société quand même et dans sa représentation publique, qui est que les intérêts des salariés et les intérêts des entreprises ne seraient pas les mêmes, ne seraient pas surtout conciliables et que nécessairement il faudrait opposer les uns et les autres aux autres, et donc que pour protéger les entreprises et sauvegarder l'emploi dans une période comme celle-là, il faudrait commencer par affaiblir les droits des travailleurs, et on est exactement là-dedans. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve dans cet état d'urgence sanitaire. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises immédiatement et qui toutes convergent vers le même constat, qui est l'opposition de l'intérêt des entreprises et donc de l'emploi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la façon dont ça se présente versus l'intérêt des salariés dans l'emploi. Tout peut être présenté à la lumière de cette distorsion forte, je crois. À commencer par les mesures pour l'emploi. Alors, les mesures pour l'emploi, je vais aller vite parce que c'est plutôt celles qui nous rassemblent. Il y a des difficultés de mise en place concrètes, mais chacun comprendra qu'il est opportun d'avoir tout fait pour sauvegarder l'emploi dans une période comme celle-là. On est tous favorables aux mesures qui ont été prises. On peut discuter des modalités et des modalités de mise en œuvre. Enfin, personne ne va contester l'activité partielle, le recours à l'activité partielle. Je dis activité partielle parce que c'est le vrai nom du chômage partiel. Le recours à l'activité partielle très, très largement étendu, qui peut être étendu largement maintenant à toutes les catégories de contrats de travail, y compris aux salariés au forfait, qui surtout ne relève pas d'une décision administrative particulièrement stricte en temps habituel, mais totalement libéralisée au point que toutes les entreprises y sont éligibles. Je rappelle que les salariés au chômage partiel sont indemnisés à 84% de leur salaire net, 70% du brut, 84% du salaire net. Ce chômage partiel, il peut être lui-même partiel, il peut être pour une certaine partie de la durée du travail, ou il peut être total, et il a été totalement libéralisé. Je vais vite là-dessus. Vous le savez, il y a à peu près plus de la moitié des salariés français qui sont aujourd'hui au chômage partiel. Le télétravail a été largement libéralisé également, facilité. Il n'était pas subordonné à un accord collectif depuis déjà les dernières lois, mais désormais, il n'est même plus subordonné à une charte, à
la mise en place d'une charte dans l'entreprise qui était la condition de la mise en place du télétravail. Et surtout, je rappelle que le télétravail ne pouvait pas être mis en place sans l'accord individuel du salarié. C'est-à-dire que le salarié ne devait pas s'opposer à la décision d'être mis en télétravail pour des raisons qu'on peut bien comprendre et que personne ne conteste véritablement. La possibilité a été donnée aux entreprises unilatéralement de généraliser le télétravail de manière à ce que les salariés puissent rester à domicile et continuer à travailler à domicile. Et puis, les arrêts de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans, lorsque vous établissez la situation dans laquelle vous êtes de contrainte de devoir garder votre enfant de moins de 16 ans et donc de ne pas pouvoir travailler, pas même en télétravail, ce qui pose d'ailleurs pas mal de conditions. Vous savez qu'il y a pas mal de salariés qui sont en arrêt de travail ou en chômage partiel, à qui on demande de travailler en réalité dans la période. Il y en a même beaucoup en télétravail, ce qui est évidemment complètement illicite, et puis ce qu'une manière de tricher pour toucher des deniers publics en maintenant le lien salarial. Ces arrêts de travail sont évidemment très massivement étendus. Mais je rappelle qu'ils posent une difficulté, c'est qu'ils sont subordonnés à une déclaration de l'entreprise. Beaucoup de salariés ont eu des difficultés à obtenir de leur entreprise, et en ont encore aujourd'hui, qu'ils procèdent à la déclaration d'arrêt de travail pour garde d'enfants. Et donc, on a pas mal de difficultés dans les entreprises. Mais toutes ces mesures, chômage partiel, télétravail, garde d'enfants et arrêt de travail facilité pour ceux qui ne peuvent pas garder leurs enfants, personne ne les conteste fondamentalement. Et vous serez d'accord avec moi, je pense, pour dire qu'ils sont fondés sur cet état-providence dont je parlais et sur ce lien salarial. Ceux qui ne sont pas salariés, mécaniquement, ne bénéficient pas de tout ça. Et ensuite, un certain nombre de mesures qui ont été mises en place pour la santé et la sécurité des salariés et assurer le respect des règles barrières d'abord dans les entreprises et ensuite protéger la santé et la sécurité des salariés. Elles ne sont pas considérables, ces mesures, en droit du travail dans l'entreprise. Il y a les règles barrières, je ne reviens pas là-dessus, vous les connaissez, qui sont applicables dans l'entreprise et qui doivent être respectées. Et puis sinon, il y a les mesures de prévention, il y a un principe qui pèse sur l'employeur, qui est un principe dans le Code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat. L'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés. Il doit assurer cette obligation. Ça veut dire qu'il y a évidemment la question de l'évaluation des risques professionnels qui évolue à partir du moment où les mesures qui sont appelées à être mises en place sont complètement différentes de celles qui sont mises en place d'habitude, évidemment. Il faut évaluer ces risques professionnels et c'est le document unique d'évaluation des risques qui doit être mis à jour, refondé complètement, très largement dans les entreprises. Ça n'est pas fait. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on a des difficultés sur la mise à jour du document unique des risques. Le plan de prévention, même chose, la prévention des nouvelles formes de risques professionnels qui peuvent survenir à l'occasion de ces conditions de travail difficiles du fait de l'état d'urgence sanitaire. Bien évidemment, ça implique la mise à jour du plan de prévention dans les entreprises. On a là encore beaucoup d'entreprises qui ne mettent pas en place le plan de prévention ou qui ne l'actualisent pas au regard de ce que sont ces nouveaux risques et ce qui génère de nombreuses difficultés pour les conditions de travail de ceux qui doivent continuer à travailler. Je rappelle qu'il y a aussi les droits d'alerte et les droits de retrait qui ne sont pas fondamentalement modifiés, qui ne sont pas modifiés d'ailleurs dans la période, et qui permettent à l'ancien CHSCT, au comité social et économique ou à des élus du comité social et économique de déclencher des alertes quand il y a un danger grave et imminent qui pèse sur des salariés, et puis toujours quand il y a un danger grave et imminent de se soumettre à une situation de travail. Vous savez qu'il y a un droit de retrait, c'est la même définition, la menace immédiate et grave sur la condition, la santé et la sécurité du fait du maintien de l'exposition au risque professionnel, ça justifie le droit de retrait du salarié qui a le droit de se retirer. Mais je fais une incise et j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de la justice. On a une difficulté majeure, c'est qu'on a rencontré dès le début de la période de confinement. Les salariés nous disent « je suis dans une situation de danger grave et imminent, je veux pouvoir me retirer de l'emploi et de l'exercice du contrat ». On leur dit « oui, bien évidemment, vous en réunissez les conditions, vous avez le droit à un droit de retrait ». Mais je rappelle que le droit de retrait, ensuite c'est à l'employeur de déterminer s'il reconnaît le droit de retrait, il paye le salaire. S'il ne le reconnaît pas parce qu'il considère que le droit de retrait est abusif, il ne paye pas le salaire. Et s'il ne paye pas le salaire, le salarié va devant le conseil de prud'homme en référé pour obtenir ses salaires en urgence et faire juger que le droit de retrait est justifié. Alors, qu'on m'explique comment on fait valoir un droit de retrait en prenant ce risque de ne pas être payé quand il n'y a pas de justice prud'homale. Et on y reviendra tout à l'heure. L'abandon, la mise en sommeil quasi totale jusqu'à la période
correspond à peu près à aujourd'hui, je vais y revenir, de toute procédure judiciaire et en particulier de toute procédure judiciaire en matière prud'homale, puisque les conseils des prud'hommes n'ont pas fonctionné jusqu'à présent dans la période, ils vont tout juste commencer à redémarrer, pose une difficulté majeure, c'est-à-dire que oui, vous avez droit à un droit de retrait, à un droit d'alerte, mais in fine, il y a un recours au juge pour faire valoir son droit. Quand vous n'avez pas, vous le savez tous en entreprise, dans les relations collectives de travail, quand on n'a pas la possibilité de recourir au juge, de menacer d'un recours au juge dans le cas où l'employeur ne respecte pas ses obligations, la menace, elle est un coup d'épée dans l'eau parce que par hypothèse, l'employeur sait qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut et que tout ça sera jugé éventuellement bien plus tard et pas à un moment où le salarié a besoin immédiatement de son salaire pour vivre. Donc, cette question de la justice est fondamentale. À mon avis, c'est une des plus fondamentales et je vais y revenir tout à l'heure. Donc voilà, les mesures de santé et de sécurité qui sont bien évidentes et qui doivent être mises en place dans l'entreprise. On a eu ensuite un maintien, je dis bien un maintien, de toutes les procédures d'information-consultation dans les entreprises. C'est important. Le CSE, le comité social et économique, les organisations syndicales ont été appelées. Il n'y a eu aucune décision de suspension de ces consultations. C'était une chose heureuse. La première chose qu'on a dite quand on est rentré en état d'urgence, nous, avocats, pas mal d'experts, c'est surtout, quand on s'adressait aux entreprises, n'écartez pas les organisations syndicales, n'écartez pas les représentants du personnel. Vous n'avez besoin plus que jamais dans une période comme celle-là où il s'agit de déterminer des mesures de protection sur mesure au plus près des intérêts des salariés pour prendre la réalité du travail. Vous avez besoin de consulter, vous avez besoin d'interlocuteurs, vous avez besoin de parler. Surtout, ne suspendons pas. Ça n'a pas été suspendu, les consultations se sont poursuivies. Mais le paradoxe est que beaucoup d'entreprises ont maintenu également, de ce fait-là, les consultations qui n'avaient plus aucun caractère d'urgence dans la période. J'ai vu nombre d'entreprises continuer à inscrire à l'ordre du jour d'une réunion de comité économique et social et économique en visioconférence dans des conditions difficiles, des projets de réorganisation qui, compte tenu de la période sanitaire, sont complètement reportés d'au moins 6 mois. Et on a vu des entreprises maintenir à l'ordre du jour des choses qui n'avaient plus aucun caractère d'urgence, quand dans le même temps, on ne consultait pas correctement les représentants du personnel sur des choses absolument immédiates et impératives sur la mise en place des mesures de protection élémentaires dans l'entreprise. Donc cette absence de hiérarchie a conduit à ce qu'on a vraiment deux catégories d'entreprises. C'est à grands traits deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui ont joué le jeu, qui ont compris que c'était une période extraordinaire et qui ont compris surtout, on les a appelés à le comprendre, qu'elles ne pouvaient pas faire sans les organisations syndicales, les représentants du personnel, ces corps intermédiaires dans l'entreprise qui permettaient d'asseoir une décision intelligente, sur mesure, compatible avec les intérêts et de l'entreprise et des représentants du personnel, au plus près des intérêts des salariés. Celles qui ont compris ça, on a pu négocier des choses intelligentes et grosso modo, ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'évidemment, quand on associe ces représentants à la recherche de solutions intelligentes, eh ben, on produit des solutions intelligentes qui sont adaptées dans les entreprises. Et puis à toutes les entreprises, je ne vais évidemment pas citer de nom ici, parfois des petites, parfois des très grandes, qui n'ont pas du tout compris, qui ont continué à imposer à marche forcée les informations de consultation qui étaient prévues, qui n'avaient plus rien à voir avec l'état d'urgence, le caractère d'urgence, et puis qui n'ont pas correctement informé, consulté, saisi les représentants du personnel sur la base de mesures absolument urgentes qui consistaient à adapter les chômages partiels, les mesures de télétravail, les mesures d'organisation du travail au plus près des besoins et des intérêts des salariés. Donc cette distorsion, je ne sais pas si ça marche toujours, Arnaud, c'est bon? C'est parfait. Parfait, moi je ne voyais, ok, très bien, je ne voyais plus à l'écran, mais ce n'est pas grave. Donc c'est dans les faits, une pratique très différente quant à la façon de faire vivre les relations collectives de travail et de faire vivre le dialogue social dans l'entreprise. Ça a été fonction de la pratique dans les entreprises et donc avec une grande variété de situations. J'en viens maintenant aux questions de droit du travail individuelles importantes qui ont été modifiées dans la période. Je précise que l'essentiel de ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre. 31 décembre. J'y reviendrai. Pourquoi le 31 décembre? C'est bien après tout état d'urgence sanitaire, en tout cas déclaré à ce stade. Et donc, on a une vraie interrogation sur pourquoi, à la faveur d'une crise comme celle-là, remettre en cause des garanties aussi essentielles dans une période aussi longue et pas uniquement pour l'état d'urgence, et pas uniquement non plus pour la période de confinement, mais bien au-delà. Je rappelle que l'état d'urgence, il est jusqu'à fin mai. On annonce qu'il sera très vraisemblablement étendu jusqu'à fin juillet. On serait très prochainement, c'est encore hypothétique, à fin juillet. Et ces mesures-là sont prises pour l'essentiel jusqu'au 31 décembre. C'est la question des congés.
La question s'est posée. Honnêtement, elle est assez légitime dans un certain nombre d'entreprises. On peut comprendre qu'un certain nombre d'entreprises aient voulu faire prendre à leurs salariés une partie de leur congé dans cette période. Pour les congés payés, la question était bordée par un accord collectif. Elle ne pose pas trop de difficultés parce qu'on ne peut pas. La règle est que l'employeur ne peut pas toucher aux dates de prise des congés payés, la règle habituelle, hein, en dehors de l'état d'urgence, on ne peut pas toucher aux dates de prise des congés payés pour des congés qui n'ont pas encore été déposés, posés par le salarié. La question, c'est évidemment celle-ci. Les ordonnances, c'est celle du 25 mars, prévoit que s'agissant des congés payés, on va pouvoir ordonner la prise anticipée de congés payés, faire prendre aux salariés des congés payés alors qu'ils ne les avaient pas encore déposés, dans la limite de 6 jours ouvrables, et ça, c'est subordonné à un accord collectif de branche ou d'entreprise. Donc là, il y a un dialogue social, il y a une négociation qui est nécessaire, et d'ailleurs, il y a bien des entreprises qui ont négocié qu'on puisse prendre tout ou partie de ces 6 jours de congés payés de façon anticipée pour entendre la situation difficile que pouvait traverser l'entreprise, qui existe dans un certain nombre d'endroits, il ne faut pas le nier. La difficulté, c'est que pour tout ce qui est jour de JRTT, les journées de réduction du temps de travail, de RTT, les journées placées sur le compte épargne-temps, toutes les formes de repos conventionnels, là, l'ordonnance prévoit que, dans la limite de 10 jours, l'entreprise unilatéralement, en respectant un simple délai de prévenance d'une journée, va pouvoir modifier les dates de prise de ces congés et les imposer dans la limite de 10 jours. Ça pose évidemment beaucoup de difficultés. Puis ce qui est très net dans les entreprises, on le voit bien, c'est que dès qu'il y a le dialogue social, la nécessité d'avoir un accord collectif pour trouver des solutions adaptées, ça se passe plutôt bien, on négocie. Et ces solutions peuvent être trouvées. Quand au contraire, à l'opposé, on les impose, on les met à la main de l'entreprise qui peut unilatéralement les imposer, ça se passe beaucoup moins bien et ça pose beaucoup plus de difficultés. Donc ces congés, on va pouvoir les imposer quand ce ne sont pas des congés payés, on va pouvoir les imposer directement, on va pouvoir imposer aux salariés de les prendre de façon anticipée dans la limite de 10 jours. Les durées maximales de travail, ça c'est sans doute essentiel. Elles ont été toutes remises en cause dans cette période. Sans limitation, au point qu'on est fondé à se demander quelles sont les limitations qui s'appliquent. A priori, ce n'est pas une ordonnance, une loi, ce n'est pas a priori d'ailleurs, c'est une certitude qui peut remettre en cause la réglementation européenne. Et donc, il y a la question quand même des durées maximales telles qu'elles sont prévues dans le droit européen qui doivent trouver à s'appliquer encore. Mais vous savez que très souvent, la loi française, quasiment sur toutes les durées maximales de travail, hebdomadaires, journalières, etc., sans rentrer dans les détails, prévoit des durées plus courtes que les durées maximales qui sont ouvertes par le droit européen, donc plus favorables aux salariés. Elles sont toutes remises en cause de la période. La durée quotidienne de travail, le repos quotidien pour le repos quotidien obligatoire, les durées maximales de travail de nuit, les durées hebdomadaires de travail de nuit, le repos dominical, tous ces repos essentiels sont remis en cause et peuvent être remis en cause unilatéralement par l'entreprise. Alors là, je pose la question, qui est la seule question qui va être, quel est le rapport avec la crise sanitaire? Quel est le lien? Non seulement, je l'ai dit tout à l'heure, la particularité de la crise, c'est que, et ça, on peut le comprendre, mais c'est une vraie difficulté sociale, ce ne sont que certains salariés, et ceux-là seulement, à qui on demande de travailler quand tous les autres sont peu ou prou confinés à rester chez eux, actifs en télétravail ou inactifs. Et c'est une minorité de salariés à qui on demande de tout faire. Et non seulement par la force des choses, on leur demande de tout faire, mais en plus, on remet en cause toutes les durées maximales de travail, tous les repos obligatoires, et on permet à l'entreprise de le faire unilatéralement. On comprend bien la logique. La logique, c'est de dire que les salariés, non seulement ce sont ceux-là même qui travaillent dans la période pour nous tous, mais en plus, on supprime tout garde-fou à la limitation de leur durée du travail. C'est une vraie difficulté sociale et ça doit nous faire réfléchir sur le partage du risque de la crise et de ceux à qui on demande les efforts. J'en viens et je termine par là sur le rôle du juge. Je pense que c'est une des questions essentielles. Le droit du travail sans le juge, ça fait des acteurs, des colosses au pied d'argile. Ils ont des prérogatives, ils ne peuvent pas les exercer. Vous le savez tous quand vous avez suffit d'avoir été dans une entreprise, d'avoir eu affaire à ces organisations syndicales parce qu'on avait une difficulté dans l'emploi ou d'avoir été représentant du personnel pour savoir qu'il n'y a pas de droit sans sanction du droit et il n'y a surtout pas de droit du travail sans perspective d'une sanction du droit social. Cet évitement du juge, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous le savez bien, on en a souvent parlé. Cet évitement du juge, depuis ces 30 dernières années,
c'est une martingale des pouvoirs politiques, à bien des égards, on peut le regretter, de gauche comme de droite confondus, qui ont organisé les alternatives au licenciement économique, les barémisations des indemnités prud'homales et toutes les règles procédurales, notamment l'enfermement dans des délais, qui font qu'il est de plus en plus difficile d'accéder aux juges en matière sociale et qu'il y a une vraie volonté d'évitement du juge dans les relations sociales, ce qui pose un vrai problème. Ben, cet évitement du juge, il est exacerbé dans une période comme celle-là, parce que dans une période comme celle-là, on remet en cause totalement le rôle du juge. Le temps du confinement, c'était quasiment une mise en sommeil totale du rôle judiciaire, sauf dans quelques cas d'urgence. Les conseils de prud'homme n'ont pas fonctionné du tout. Ça a été dénoncé dans une tribune de confrères à Libération récemment, vous avez sans doute vu ça. Aucun fonctionnement prud'homal. Ça veut dire que les salariés qui n'étaient pas payés n'avaient même pas un recours prud'homal en référé pour obtenir les salaires, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, sur droit de retrait. Rien du côté du conseil de prud'homme. Les ordonnances n'exigeaient pas une mise en sommeil et un arrêt total du fonctionnement des juridictions. Elle prévoyait juste, d'abord la première ordonnance, elle date du 25 mars en matière judiciaire. Donc entre le 11 et le 25, c'est passé du temps. Au passage, on n'a eu aucune information dans les procédures de la ministre de la Justice. Personne ne savait ce qu'il en était précisément avant le 25 mars. On n'a pas eu la moindre communication. Donc rien au niveau prud'homal. Au niveau des relations collectives de travail, pour le droit judiciaire, pour ce qui concerne le tribunal judiciaire, eh bien, il y a quelques présidents de chambre qui ont, sur requête, constaté l'urgence et ordonné la fixation de procédures. Vous les avez entendu parler, c'est les affaires Amazon à Nanterre, Carrefour. Carrefour, c'est sur demande, c'est pas sur demande de représentants du personnel. En plus, Carrefour à Lille, c'est sur demande de l'inspection du travail, qui ont imposé la mise en place immédiate de mesures sanitaires. Mais c'est complètement la tête de l'épingle, c'est complètement marginal. C'est-à-dire que d'abord, c'était complètement discrétionnaire, ça dépendait des juridictions. Il y a des juges qui ont strictement rien fait, qui n'ont pas bougé pendant la période. Tout le reste était éteint. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont fait droit à des demandes considérant que l'urgence était caractérisée. Donc, on a un système très imparfait, très insatisfaisant, où il n'y a eu quasiment rien pendant toute la période. Et puis surtout, maintenant, on apprend ce que va être le régime juridique de la période qui s'ouvre. Et avec des mesures qui sont toutes, c'est l'autre ordonnance du 25 mars, qui sont toutes applicables jusqu'à une période d'un mois au-delà de la cessation de l'état d'urgence. Un mois au-delà de la cessation de l'état d'urgence. On sait tous que on sait que l'état d'urgence, il va sans doute être prolongé jusqu'à fin juillet minimum, donc on serait sans doute déjà jusqu'à fin août. Et pendant cette période, les juridictions sont appelées à, il n'y a pas d'autre mot, se débrouiller, juridiction par juridiction, avec les règles de l'état d'urgence sanitaire pour faire fonctionner à nouveau les tribunaux. Dans les procédures orales, les référés, les procédures sans représentation obligatoire, on n'a pas d'informations particulières, sinon que dans les procédures avec représentation obligatoire, qui sont les plus urgentes pour les salariés, qui sont celles par lesquelles on fait valoir des mesures immédiates pour faire cesser des troubles ou des dangers imminents. Dans ces procédures, il faut plaider parce que ce sont des procédures sans représentation obligatoire, ce sont des procédures qui sont le plus souvent orales. Donc là, il faut bien tenir une audience. On n'a pas d'informations, ce sont les juges qui sont appelés au cas par cas, tribunal par tribunal, à organiser des audiences qui soient compatibles avec les règles de confinement ou les règles de mesures barrières. Mais après tout, si c'est possible à l'école, pourquoi ce ne serait pas possible c'est quand même plus simple même que pour une école maternelle que de mettre en place des mesures barrières et des mesures sanitaires. Je ne vois pas ce qui s'oppose au fonctionnement de la justice, mais là, les mesures, ça vaut pour les conseils de prud'homme d'ailleurs, les tribunaux, au cas par cas, sont invités à se débrouiller, à essayer d'organiser avec les mesures barrières à mettre en place. Ce sera le cas au conseil de prud'homme. Les conseils de prud'homme ont déjà pris des mesures et organisent des audiences à huis clos avec peu de personnes et des règles barrières assez strictes applicables à l'intérieur des juridictions. Et puis, on a la difficulté des procédures avec représentation obligatoire, toutes les procédures avec avocat. Et là, ce qui est prévu, c'est que jusqu'à cette période, d'un mois après la fin de l'état d'urgence, les juridictions vont pouvoir proposer aux avocats, ce qu'elles ont commencé à faire à Paris, notamment à la Cour d'appel de Paris, pouvoir proposer aux avocats de choisir entre déposer leur dossier sans audience, sans plaidoirie, ou accepter un renvoi à une date indéterminée qui sera nécessairement très lointaine. Et on est dans la situation de devoir dire aux salariés, à partir de maintenant,
dans une multitude de procédures. Vous avez le choix entre ne pas nous dispenser, être dispensé de plaidoirie, ne pas plaider votre affaire, juste déposer le dossier, ou bien renvoyer cette affaire à une date indéterminée qui sera encore une fois forcément lointaine. C'est un choix impossible à faire, très difficile à faire. Et là encore, qu'est-ce qui justifie que des mesures aussi dérogatoires soient mises en place de façon aussi longue, déjà très vraisemblablement jusqu'au minimum la fin du mois d'août? Je voudrais finir là-dessus. Toutes ces mesures, que ce soit les mesures individuelles, les mesures de droit du travail dans les entreprises, ces mesures judiciaires, ne peuvent être comprises que si elles sont temporaires. Elles ne peuvent être comprises que si elles sont l'adaptation d'un état d'urgence à un état d'urgence sanitaire, de règles de procédure et de règles de protection. Non pas pour écarter les protections et écarter les garanties des procédures judiciaires, mais pour les adapter aux règles barrières, aux règles qui sont induites, impliquées par l'état d'urgence sanitaire. Mais la crainte qu'on a, et qu'on voit déjà avec un certain nombre de mesures de droit du travail, je l'ai dit, l'essentiel d'entre elles applicables jusqu'au 31 décembre. Pourquoi jusqu'au 31 décembre? Les mesures liées à l'organisation judiciaire applicables à minima jusqu'à la fin du mois d'août, c'est à peu près certain déjà. Qu'est-ce qui justifie que ces mesures dépassent largement un état d'urgence sanitaire? Et fort de ce constat, la crainte qu'on a, et qui est une inquiétude forte pour l'avenir, c'est que si on en juge par l'état du droit et la façon dont il se construit ces dernières années, il y a un vrai risque que les pouvoirs publics nous disent regardez, ça a fonctionné finalement. On a pu fonctionner sans audience, on a pu fonctionner en systématisant les visioconférences, on a pu fonctionner sans se mettre autour de la table avec le comité social et économique. Et ben pourquoi ne pas pérenniser tous ces dispositifs de visioconférence au lieu de contacts réels? Tout le monde sait qu'un comité d'entreprise, ça n'a strictement rien à voir si c'est en visioconférence ou si c'est en réel, de même qu'une réunion de négociation collective, pour des raisons que chacun peut comprendre. De la même manière, les règles sur les congés, les règles sur les durées maximales du travail, les règles sur les garanties procédurales, qu'est-ce qui nous garantit qu'elles ne seront pas étendues bien au-delà et qu'elles ne seront pas peu ou prou pérennisées? C'est évidemment un sujet d'inquiétude majeure qui doit, je termine par là, nous faire réfléchir sur nos libertés, sur l'étendue de nos libertés, sur leur importance et sur l'impérieuse nécessité qu'il y a à garantir des mesures de protection sanitaire qui vont durer, quoi qu'on en dise, des mois, voire des années pour certaines, avec les garanties et qui ne peuvent pas, des mesures sanitaires qui ne peuvent pas être mises en place en lieu et place de toutes les garanties de nos libertés individuelles fondamentales. Je vous remercie. Est-ce que il y a une demande d'intervention parmi les participants ou des questions? Hop, Monsieur Minier. Oui, bonjour à tous. Bonjour Étienne Collin. Merci pour votre claire présentation du panorama juridique depuis le mois de mars 2020. Alors, comme vous l'avez indiqué, il y a une forme en fait de télédistance institutionnelle et juridictionnelle, et nul ne peut ignorer que le risque que vous avez évoqué au tout début, que unilatéralement on impose le télétravail, soit perdure. Avec l'aggravation probable de certaines pathologies liées à la distance des salariés, comment voyez-vous la possibilité de contrôler donc la situation pathologique de ces salariés et les maladies qui peuvent en découler? Et comment voyez-vous l'adaptation notamment des règles sur la déclaration des risques et sur le plan de prévention des risques dans ce nouveau contexte de télétravail peut-être quasi généralisé dans certains secteurs ou certaines entreprises? Alors, faire en sorte que le télétravail ne soit pas durablement imposé aux salariés, techniquement, ce n'est pas la réponse la plus compliquée à apporter, parce que le droit du travail actuel, quand j'entends actuel, c'est le droit du travail permanent, pas celui qui est applicable dans cette période particulière, c'est que le télétravail ne peut être mis en place. Avant, il fallait un accord collectif. Maintenant, il faut simplement une charte dans l'entreprise, une charte discutée, qui doit d'ailleurs prévoir les conditions de conciliation avec les garanties de sécurité et de santé minimales chez soi, en télétravail. Mais surtout, le télétravail ne peut pas être mis en place sans accord du salarié. Et donc, la réponse à votre question, pour ce qui est
du maintien et de la garantie des droits des salariés pour qu'ils ne se voient pas imposer des formes de télétravail, ce qui serait, à mon avis, désastreux à bien des égards, c'est évidemment de maintenir, sitôt que possible, de revenir à l'état du droit qui veut qu'on ne puisse pas l'imposer sans un accord du salarié. Ça me paraît être la seule réponse. Donc, je ne dis pas qu'elle est évidente, hein, parce qu'on peut être inquiet. On peut être inquiet de ce que je disais, d'une banalisation de cette forme de travail, et on peut même imaginer qu'elle puisse être imposée aux salariés sans avenant à leur contrat de travail ou sans accord individuel, ce qui serait tout à fait désastreux. Le deuxième volet de votre question est nettement plus compliqué. Comment on concilie les règles de protection élémentaire de la santé et de la sécurité pour des gens qui sont chez eux? C'est une problématique qu'on a déjà, à laquelle il est répondu très très imparfaitement par l'obligation d'outiller, pour l'employeur d'outiller le salarié avec les moyens de communication modernes. Enfin, ça, ce n'est pas la réponse. C'est une problématique de durée du travail notamment. C'est la charte, pour le coup. Avant, il y avait un accord collectif. On est quand même passé, là, c'est pas négligeable. On est quand même passé, et ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence sanitaire, de la règle qu'on ne pouvait pas mettre en place le télétravail sans un accord collectif de travail. L'accord collectif, nécessairement, il devait prévoir ça parce que les syndicats étaient en capacité d'exiger des garanties fortes sur le contrôle du temps de travail, du droit de regard, du droit à la déconnexion, dans l'accord que le contrat de travail était obligé de reprendre, ou du moins qu'il ne pouvait pas remettre en cause. On est passé à une simple charte. Une simple charte, ça veut dire que c'est une consultation du CSE sur une charte. La différence, quand il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Ça veut dire que c'est unilatéral. Et donc, la question que vous posez, elle est préoccupante. Elle était déjà préoccupante pour les télétravailleurs avant l'état d'urgence. Elle le serait de façon criante en cas de généralisation du télétravail. Il faut trouver les moyens modernes de concilier la garantie de la sécurité des travailleurs chez eux avec cette forme de travail. Ça implique plein d'éléments de réponse. Ça implique que les représentants du personnel et les syndicats, d'une manière ou d'une autre, puissent, ne serait-ce qu'avec l'autorisation du salarié, ça ne peut pas être sans autorisation du salarié à son domicile, mais venir constater quand même, ne serait-ce qu'à sa demande, un certain nombre de manquements, que ça implique que l'inspection du travail joue son rôle, et ça implique surtout des règles en matière de contrôle de la durée du travail, du droit à la déconnexion. Il y a déjà des choses dans la loi, mais elles doivent être scrupuleusement respectées. Surtout, ça pose le problème de la sanction de ces règles qui sont souvent pas respectées chez soi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Dans une intervention de ma part, dans tout ce que vous avez dit, on voit qu'il y a une mise en avant, en fait, un renforcement du pouvoir unilatéral de l'employeur. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que c'est le fruit, en fait, de la pensée, de l'idéologie du gouvernement qui tente à faire croire qu'une entreprise se résume à son patron ou sa patronne, je choisis volontairement le terme, à son capitaine d'industrie, et que pour finir, le reste de la structure de production de valeur, les salariés en particulier, n'auraient pas d'importance parce que seraient interchangeables, donc leur avis sur la manière de réaliser la production n'aurait pas d'importance, ou donc est-ce que c'est une conséquence de cette pensée, ou est-ce que c'est plutôt une volonté organisée de renforcer les pouvoirs de l'employeur sur les salariés et en réalité diminuer les droits des salariés? Et je vous rappelle qu'une manière de diminuer les salaires, c'est aussi de diminuer les droits des salariés sur leur activité. Donc, est-ce que, de votre point de vue, c'est quelque chose qui est plutôt organisé, volontaire? Est-ce que c'est une conséquence d'une idéologie sur la création de valeur au sein d'une entreprise? Je dirais immédiatement les deux. Et je dirais que je ne suis pas certain d'être capable de bien dissocier les deux. Où est la cause, où est l'effet, où est la volonté, où est le produit de la volonté politique? C'est toujours été très délicat, cette question. Il y a une question culturelle très forte.
notre pays a les plus grandes difficultés à comprendre que le dialogue social, la négociation collective, la place faite aux organisations syndicales et au dialogue social n'est pas une perte de temps dans l'entreprise, mais qu'au contraire, c'est un gain de temps. Dans cette période de crise sanitaire, c'est extraordinaire. C'est une illustration de ça comme on n'a jamais vu. C'est-à-dire que là où on pense perdre du temps en associant les représentants du personnel, on se rend compte au contraire qu'on a trouvé des solutions intelligentes et que ça s'est beaucoup mieux passé. On en a sans doute perdu beaucoup moins que dans celles dans lesquelles on a imposé les choses à marche forcée. C'est beaucoup plus vrai que dans la période ordinaire, la période précédente, et j'espère à revenir. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Encore une fois, ces constats, on les a faits en 2008 très fortement sur le fait que c'était ces amortisseurs et ces règles de régulation sociale qui permettaient de mieux affronter la crise. Et puis pour autant, on n'a pas associé les représentants du personnel, on n'a pas fait vivre le dialogue social pour y répondre. Ça, c'est un vrai débat qui est politique, celui-là. On n'est pas un pays social-démocrate au sens allemand, où on n'a pas une tradition social-démocrate au sens allemand ou scandinave, dans lequel les représentants du personnel sont associés structurellement à la recherche des solutions dans les entreprises et même de la conduite des affaires publiques. Je rappelle quand même qu'il y a des règles de structure qui diffèrent fondamentalement. Dans les pays sociaux-démocrates ou à tradition social-démocrate, il y a un taux de syndicalisation très très élevé. Et ce taux de syndicalisation, il ne tombe pas du ciel, contrairement à ce qu'on croit systématiquement quand on écoute les chaînes d'information aujourd'hui. On nous dit qu'il n'y a que 7% de salariés syndiqués en France, ça veut dire que les syndicats sont très mauvais et que les salariés s'en fichent. C'est complètement absurde de dire ça. S'il y a 90% de syndicalisation dans certains pays de Scandinavie, je rappelle que c'est d'abord parce qu'on ne bénéficie pas des conventions et accords collectifs quand on n'est pas syndiqué. Si vous dites aux salariés français qui ne bénéficient pas des conventions collectives s'ils ne sont pas syndiqués, mécaniquement, ils vont se syndiquer massivement, tout de suite, bien évidemment. Donc, il y a quelque chose de structurel. On est dans un pays où c'est la loi républicaine qui domine. Ça, c'est plutôt une bonne chose, mais on a du mal à articuler la loi républicaine avec la recherche des solutions négociées avec la démocratie sociale. C'est donc une question fondamentale de démocratie sociale. Moi, je dirais, pour terminer là-dessus, quand même, entre 2012 et 2014, on peut le critiquer, on l'a parfois critiqué, mais il a été tenté une conférence sociale chaque année qui a permis quand même d'associer les représentants du personnel au niveau interprofessionnel. Ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'on n'a jamais compris pourquoi cette technique, qui n'avait pas si mal fonctionné entre 2012 et 2014 quand on reprend les textes, même si on peut critiquer tel ou tel, comment est-ce qu'on a pu abandonner cette technique, cette méthode de démocratie, cette méthode républicaine et démocratique, qui c'est la démocratie sociale et l'association des corps intermédiaires à compter de 2014. Aujourd'hui, c'est un festival, aujourd'hui, on a carrément un président de la République qui a expliqué, au moins il l'a dit en entrée de son quinquennat dans la campagne électorale, que la négociation, ce n'était pas interprofessionnel et qu'on ne discutait pas au niveau national interprofessionnel pour reléguer ça aux entreprises. Donc il y a quelque chose de très culturel. Et ce qui est très culturel, ça vient du sommet, hein, ça ne vient pas que de la base. C'est-à-dire que si on veut associer les représentants du personnel, les corps intermédiaires à des solutions négociées dans les entreprises, il faut le faire à tous les niveaux. Il faut que l'État donne l'exemple et que ça procède d'une association de ces corps intermédiaires au niveau national interprofessionnel. Tout le monde doit évoluer culturellement pour tendre à ça. On a plutôt reculé depuis 2014. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions qui nous ont été posées par Internet. Alors, ne serait-il pas possible d'interroger les salariés qui maintenant les connaissent les mieux sur les protections supplémentaires à mettre en œuvre pour réussir un développement harmonieux du télétravail avec renforcement du droit à la connexion, revenir à un accord collectif à ce sujet, puisque vous avez évoqué qu'il n'y a pas d'accord collectif et qu'il n'y a même plus de charte. En ce moment, il n'y a pas de charte. Il y en a une d'habitude. En ce moment, il n'y en a même plus. Pour l'après, comment peut-on penser de nouvelles protections des travailleurs saisonniers ou travailleurs précaires, des salariés des plateformes? Est-ce que vous avez des idées à ce sujet? Enfin, ne peut-on, pour réussir la réindustrialisation et les relocalisations, ne faut-il pas augmenter les droits des salariés de pouvoir peser sur les choix des entreprises? Alors, à titre d'exemple, il y a quelques années, il y avait eu la proposition de mettre en place une sorte de bicamérisme des grandes entreprises, c'est-à-dire que le conseil d'administration tel qu'on le connaît, auquel serait ajouté, c'est moi qui
qui vous l'indique, auquel serait ajoutée une chambre sociale dans l'entreprise qui aurait en fait un droit de veto sur certaines décisions des entreprises. Voilà pour illustrer la proposition. Beaucoup de choses là. Je vais assez vite sur la première question parce qu'on en a déjà pas mal parlé, le télétravail. Oui, il faut associer les salariés à la mise en place des garanties pour les télétravailleurs, au cas par cas, parce que ça va diverger très fondamentalement d'une entreprise à l'autre. Ce ne sera pas pareil, évidemment, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine d'activité, etc. Donc, ça, c'est la négociation collective. Et la négociation collective, elle existait. Il y avait un accord collectif obligatoire. Encore une fois, qui dit accord collectif dit négociation collective, et qui dit accord collectif dit nécessité de conclure, donc de faire aboutir la négociation pour mettre en place le télétravail. Et bien nécessairement, les salariés, vous savez, dans les entreprises, ils ne sont pas par principe opposés au télétravail. Il y en a plein qui sont favorables. Quand ils sont favorables, les organisations syndicales ne sont pas idiotes. Elles ne s'opposent pas à la mise en place, mais elles posent des garanties. Et les garanties, la meilleure manière de les mettre, c'est un accord collectif de travail, parce que c'est ça qui va donner à ces garanties un caractère obligatoire, normatif, qui pourrait être sanctionné, y compris devant les juridictions. Donc la réponse, elle est là. Et en ce moment, comme vous l'avez dit, il n'y a même plus la charte. Mais il faut revenir à un accord collectif. C'est la principale réponse que je peux faire. Et puis, à mon avis, augmenter les prérogatives de l'inspection du travail. Et puis peut-être ordonner, ce qui était le cas avant et qui a été édulcoré aussi, que cet accord collectif, il comprenne obligatoirement un certain nombre de dispositions. La loi ne dit jamais ce que doit contenir l'accord collectif exactement, sinon c'est absurde, il n'y a pas d'accord. Mais la loi peut dire, et sait le dire, les têtes de chapitre que doit contenir l'accord. Ce sur quoi l'accord doit porter. Et il faut évidemment énumérer, comme pour les conventions de forfait, pour les forfaits cadres, etc., énumérer les dispositions sur lesquelles doivent porter, les dispositions que doivent comprendre et ce sur quoi doivent porter les accords. Les salariés des plateformes et les saisonniers. Alors, ce n'est pas la même chose, hein, les salariés des plateformes. Les salariés des plateformes, ils ne sont pas salariés. Enfin, les travailleurs des plateformes, ils ne sont pas salariés. Ou plus précisément, on a tendance à considérer qu'ils ne le sont pas. Mais enfin, il y en a beaucoup qui, le salariat, ce qui détermine le salariat, c'est la subordination juridique. Ça ne veut rien dire travailleur de plateforme. Moi, je m'évertue à essayer d'expliquer ça. Il y a une variété totale. Le seul point commun des travailleurs de tous les travailleurs des plateformes, c'est la plateforme. Mais ça ne dit rien sur la relation de travail. Elle peut être totalement subordonnée, elle peut être indépendante. Elle peut être totalement subordonnée quand, au regard des critères objectifs et habituels du contrat de travail, le salarié prouve qu'il a des horaires imposés, qu'il n'a pas la liberté de choix de ses tarifs, qu'il est sous un travail subordonné économiquement, juridiquement, sous le pouvoir de direction de son entreprise, qu'il peut licencier, qu'il peut le révoquer si ce n'est pas un licenciement, qu'il peut supprimer toute relation de travail, qu'il peut contrôler ses horaires, son temps, etc. Mais dans ce cas-là, c'est du salariat. Et vous avez vu les décisions de justice récentes qui sont passées, notamment de la Cour de cassation, qui posent le principe qu'évidemment, dans un certain nombre d'hypothèses, c'est du salariat. Et puis, il y a les hypothèses où on n'est pas dans le salariat. Mais déjà, si on protégeait ceux, encore une fois, la subordination juridique, ça protège ceux qui sont subordonnés, qui n'ont pas le choix véritablement. Et puis, mais attention à l'idée d'offrir des garanties tirées du salariat à des travailleurs qui ne sont pas salariés. L'idée peut être alléchante, elle est très dangereuse parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est la remise en cause du salariat lui-même. Parce que si on commence à expliquer en droit qu'on va donner des garanties d'indemnisation de chômage sous une autre appellation, la sécurité sociale sous une autre appellation, et qu'on va donner un certain nombre de garanties issues du contrat de travail à des salariés, à des travailleurs qui ne sont pas subordonnés, qui ne sont pas salariés, ben nécessairement, on va nous expliquer que c'est un régime qu'il faut généraliser aux salariés, enfin nécessairement. En tout cas, je sais que la tentation est grande de la part de certains, d'où l'importance. Moi, je pense qu'il faut bien maintenir la distinction entre ce qui est salarié, subordonné et le reste des activités. Ça ne veut pas dire que pour le reste des activités, il ne doit pas y avoir de protection. On est en train d'y travailler avec un certain nombre d'organisations syndicales, précisément sur cette question. Je pense que la réponse, elle est en termes de dialogue social. C'est qu'il faut, et ça, les organisations syndicales sont en train d'y réfléchir beaucoup, il faut trouver des espaces de dialogue social et de recherche de solutions de protection pour des gens qui ne sont pas salariés et qui ne bénéficieront pas du salariat, mais qui doivent bénéficier d'une protection collective. C'est le collectif qui doit répondre à ça, me semble-t-il. J'ai oublié la troisième question et je n'arrive pas à me relire. Alors, ne peut-on, pour réussir la réindustrialisation ou les relocalisations, pour réussir,
ne faut-il pas augmenter les droits des salariés de pouvoir peser sur les choix des entreprises? Ah, c'est ça, c'était les mesures, pardon, la participation des salariés aux organes de direction des grandes entreprises. Alors, il y a deux questions il y a deux aspects dans votre question. Le premier, c'est comment on associe les salariés par leurs représentants au choix de direction. Ça, c'est la question de la place des représentants des salariés qui devraient, selon moi, passer davantage par les organisations syndicales dans les organes de direction, notamment conseil d'administration et conseil de surveillance. La loi a évolué, il y a maintenant des représentants, ils sont en nombre infiniment trop faible, tout le monde le sait. Si bien qu'ils ont un droit de regard, c'est mieux que rien, c'est beaucoup mieux que la situation précédente. Enfin, tout est encore à faire pour doter véritablement les conseils d'administration d'administrateurs salariés plus nombreux et plus de moyens, et puis qui pèsent véritablement avec une voix délibérative en masse, en nombre suffisant pour peser véritablement sur les choix des entreprises. La cogestion, c'est un autre débat. La cogestion, c'est un autre débat. La codétermination des conditions de travail, le modèle allemand, je ne suis pas sûr d'y être totalement favorable. Ça, c'est un grand débat. Est-ce qu'on doit donner aux salariés la possibilité, par leurs représentants, de s'opposer purement et simplement au choix d'entreprise? Je pense d'abord que ça renvoie nécessairement à une réflexion plus large sur la place des syndicats dans notre pays. Et ce que je disais tout à l'heure, la représentativité syndicale, l'incitation plus forte, sinon, osons le mot, une forme d'obligation à la syndicalisation, ou en tout cas l'incitation forte par, éventuellement, le fait de réserver toute ou partie des avantages conventionnels à ceux qui s'engagent, à ceux qui sont engagés dans les entreprises. Mais dans un système comme le nôtre, avec une faible syndicalisation, avec des représentants du personnel et des comités socio-économiques qui sont parfois peu syndicalisés, parce que le monopole, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est qu'au premier tour des élections professionnelles, le monopole syndical. Après, il y a une liberté de candidature. Bon, il y a un risque, si le syndicalisme est trop faible ou que les représentants du personnel sont trop peu structurés, notamment syndicalement, il y a un risque d'une sorte de balkanisation entreprise par entreprise avec des dérives qui peuvent tenir au fait de convaincre par des moyens plus ou moins avouables la représentation du personnel de voter telle ou telle disposition. Bref, il faut que ce soit un peu bordé. C'est possible dans des pays à syndicalisme très fort, comme en Allemagne. Je n'y crois pas beaucoup avec un système si peu syndicalisé et avec trop peu de prérogatives et de pouvoir au monde syndical comme en France. Ça implique des modifications de structure plus importantes. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des questions parmi les participants? Hop. Non? Pas d'autres questions? Est-ce que vous pourriez préciser, de votre point de vue, quelles sont les conséquences de la réforme des CHSCT sur les conditions de travail en période de confinement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, lorsqu'on a préparé la conférence, vous m'avez indiqué, vous m'avez donné des exemples de moyens nouveaux que vous aviez dû utiliser pour forcer la décision de l'employeur à respecter le droit des salariés. Est-ce que vous pourriez faire un point sur ce sujet, justement, comment vous avez fait pour pallier à l'absence de bâton de la justice pour menacer l'employeur indélicat ou ne respectant pas le droit du travail? Alors, les CHSCT, d'abord, je rappelle qu'ils ont disparu. Oui. Ils ont disparu au 31 décembre à la faveur de la mise en place du comité social et économique. Donc, il n'y a plus d'instance de représentation du personnel élu spécialement affecté, exclusivement affecté à la question de la santé, sécurité et des conditions de travail. Maintenant, il y a un comité social et économique qui a toutes les attributions des comités d'entreprise et délégués du personnel et des CHSCT, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail. C'était la réforme. C'est la réforme Macron, des ordonnances avec une disparition totale au plus tard au 31 décembre 2019 de tous les CHSCT. Il en demeure un peu, vous le savez sans doute, dans la fonction publique, notamment dans la fonction publique hospitalière, où il y a encore des CHSCT. Alors ça, c'est un débat large. Le CSE a repris une bonne partie des attributions du CHSCT, pas toutes. Et aujourd'hui, on a dans les entreprises une instance unique qui fait un peu tout,
La lecture que j'en ai après plusieurs années maintenant de mise en place de cette instance unique, c'est que ça ne fonctionne pas si mal dans les petites et moyennes entreprises. Pour une raison simple, c'est que dans les petites entreprises, souvent il y avait un manque d'élus et c'était parfois difficile de faire vivre un comité d'entreprise et un CHSCT et du personnel encore à côté, parce qu'on n'avait pas forcément les militants et les ressources humaines pour l'organiser. Dans les grandes entreprises, c'est beaucoup plus embêtant, beaucoup plus compliqué. On a perdu un lien très étroit entre les élus CHSCT et la proximité dans l'entreprise. Dans la période, les droits, encore une fois, je l'ai dit, dans la période de confinement et l'état d'urgence sanitaire, les droits à consultation, ils ont été maintenus. Donc le CSE, il doit être consulté sur les mêmes règles que celles sur lesquelles il était consulté avant. La difficulté, c'est que vraiment, il y a vraiment les entreprises qui ont compris qu'il fallait alléger l'ordre du jour, le concentrer sur les questions de santé immédiate et reléguer à plus tard toutes des questions qui n'avaient plus aucune urgence parce que ne serait-ce que par l'effet du confinement, elles étaient reportées, le s'inédier et que donc c'était vraiment pas le moment. Et puis les entreprises qui de façon assez obtuse ont même pas voulu l'entendre, ont maintenu des ordres du jour pléthoriques et dans lesquels on a eu les plus grandes difficultés à faire respecter les prérogatives. Mais c'est évidemment une instance de représentation du personnel et les organisations syndicales dans les entreprises qui doivent avoir un droit de regard sur les mesures de santé et sécurité et qui sont les seuls à même de peser pour leur prise en compte. La question que vous me posez sur comment inciter dans une période comme celle-là les entreprises à respecter les prérogatives. J'ai sans doute pas parlé à ce stade et sans doute pas de la période de confinement, comment contraindre, parce que contraindre précisément, on ne peut pas. D'abord, on ne peut jamais contraindre l'entreprise à faire quoi que ce soit. On peut menacer une entreprise qui ne respecte pas des règles élémentaires de saisir des juridictions, d'en recourir à l'inspection du travail. On n'a pas parlé beaucoup de l'inspection du travail depuis tout à l'heure, qui est largement, dont l'activité n'était pas inexistante dans la période sanitaire, fort heureusement d'ailleurs, parce qu'elle était souvent très utile, mais enfin, dont l'activité était quand même très ralentie et concentrée sur les problématiques essentielles et pas sur des choses sur lesquelles qui n'étaient pas jugées immédiatement primordiales, mais qui demeurent importantes. Donc, la période sanitaire, c'est d'abord une période d'effacement du juge. Parce que la différence fondamentale, c'est qu'on ne peut pas recourir au juge. Droit de retrait, on ne peut pas aller chercher les salaires s'ils sont payés. Alerte pour danger grave et imminent, on ne peut pas faire respecter par le juge le droit à l'enquête. Ça sert à quoi une enquête dans les entreprises? D'abord, comment vous faites une enquête en visioconférence quand il s'agit de faire une enquête sur les lieux d'un accident du travail, etc. C'est compliqué. Donc, les élus doivent y aller, mesures de protection, etc. Ce n'est pas en visioconférence. Moi, j'ai vu des enquêtes qui étaient organisées en visioconférence. Mais surtout, quand l'entreprise vous disait non, comment l'inciter à le faire quand vous ne pouvez pas menacer la recours au juge? Donc, comment on a fait pour les inciter dans la période de confinement, j'entends, sachant précisément qu'on ne pouvait pas recourir au juge? Je dois dire qu'on a pas mal utilisé, notamment dans les grandes entreprises avec des secteurs sensibles, la pression médiatique. Et ça marche quand même. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de juges, et ça c'est quelque chose qui doit faire réfléchir les citoyens quand même, quand il n'y a plus de juges, quand il n'y a plus de garantie judiciaire pour des représentants du personnel, des salariés, quand la situation est grave et qu'ils sont vraiment mis en danger, il n'y a pas d'autre solution que de faire de la mousser médiatiquement la question. C'est-à-dire, quand on est dans une grande entreprise de transport, eh bien, qu'on menace d'en référer à la presse et d'expliquer ce qui se passe concrètement, dans une période comme celle-là, la grande entreprise de transport, elle n'est pas forcément ravie. Et ça marche. Et ça fonctionne. Est-ce qu'on doit La question, c'est pas nouveau que ça fonctionne. Et puis en plus, c'est sans doute... c'est pas nouveau que ça fonctionne, mais c'est sans doute plus fort qu'avant. Parce qu'on vit dans une société de la communication et que le ressentiment médiatique est extrêmement important pour les entreprises. Elles en ont très peur. Quand je dis le ressentiment médiatique, la pression médiatique, la diffusion médiatique des informations qui peuvent circuler, la facilité avec laquelle on peut les diffuser aujourd'hui font qu'on a sans doute plus de pression qu'hier sur les entreprises par la voie médiatique. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce que c'est une grande avancée de l'état de droit qu'on se retrouve de plus en plus, ou en tout cas dans cette période, c'est manifeste, mais pas que dans cette période, de plus en plus dans des situations où le rôle du juge étant effacé, où le droit s'effaçant et donc par voie de conséquence le rôle du juge, on soit souvent contraint d'en référer directement aux médias et de prendre à témoin l'ensemble de la population pour faire pression sur une entreprise. Moi, à titre personnel, je ne m'en réjouis pas. Je ne considère pas ça comme un progrès du droit.
je l'utilise parce que je n'ai pas le choix, mais je pense que c'est d'abord la conséquence d'un affaiblissement démocratique. En fait, c'est même une régression de l'état de droit, puisque en fait, on utilise des moyens d'intimidation extrajudiciaire pour faire pression sur une entreprise. Et donc, en fait, ce sont des moyens de force, alors force symbolique, et donc, en fait, c'est en soi une régression de l'état de droit, c'est-à-dire des règles juridiques adoptées collectivement et qui sont appliquées par une instance spécialisée qu'on appelle un juge. Donc, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une régression majeure. Et régression majeure, d'autant plus étonnante qu'elle est organisée à l'heure actuelle par l'État lui-même, qui est supposé, je vous le rappelle, détenir le monopole de la violence légitime. Luc avait demandé la parole. Vous avez la parole, Luc. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Ok, ouais, non, sur les CHSCT, là, au-delà du débat, moi, ce que je pense même que c'est au-delà enfin, c'est vraiment une régression très, très importante. Moi, je suis dans une grosse entreprise, donc il y avait X CHSCT qui étaient au plus près du terrain, c'est-à-dire qui étaient organisés géographiquement sur des terrains. Et on avait donc des élus CHSCT qui d'abord étaient connus sur le terrain et intervenaient très rapidement, pouvaient très bien intervenir très rapidement. Et il y avait une espèce de saisine ou du CHSCT qui était tout de même plus facile, avec des élus qui connaissaient très bien les choses, parce que quand il y a un problème de CHSCT, c'est pas toujours très simple, quoi. Je veux dire, il faut bien connaître tout l'environnement. Or, aujourd'hui, on se retrouve avec des CHSCT, il n'y a plus de CHSCT, donc il y a l'organisme qui le remplace, et lui, il est situé au niveau de l'établissement, alors que notre établissement est géographiquement éclaté sur trois sites, Toulouse, Nice et Paris. Donc, quand il y a un problème qui se pose localement, d'une certaine manière, ça devient très administratif, c'est pas du tout réactif et ça perd véritablement je veux dire, de sa capacité d'action. Parce que moi, je crois que dans un certain nombre de problèmes qui se font jour sur des conditions de travail, on en rencontre, c'est parfois pas très important. Bon, c'est des problèmes de masque ou de gel pas disponible. Enfin, c'est beaucoup plus efficace d'avoir quelqu'un qui va directement voir le responsable local en lui disant il y a ça qui ne va pas, vous êtes en contradiction avec des textes de loi, et généralement, il y avait une certaine peur du CHSCT. Enfin, c'était un organisme qui était plutôt craint par la hiérarchie parce que il savait qu'il y avait tout de même un pouvoir réel qui énonçait. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, en pleine dans la crise que nous connaissons, là, moi, je pense je mesure énormément la perte que a généré la disparition du CHSCT, qui est d'ailleurs passée comme une lettre à la poste. Hein. Je veux dire, c'est la même chose d'ailleurs pour la réduction du nombre d'élus, de représentants du personnel. On se retrouve aujourd'hui dans on a une crise sanitaire qui a des impacts sur l'organisation du travail. On a plein de situations de télétravail qui se met en place, avec parfois des taux de chômage, qui ne sont pas les mêmes dans les services entre les agents. Alors, on a x problèmes qui se font jour dès à présent. On va avoir une crise sociale qui va générer inévitablement des restructurations et des choses comme ça. Et on a, entre guillemets, des organes élus par des personnels qui sont de plus en plus, qui sont diminués et qui ont moins en moins de moyens. Et je pense que ça va pas se voir, mais c'est tout de même une régression majeure qui mérite à nouveau d'être soulignée. Merci. Sur les CHSCT, moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois vraiment que, avec le constat d'environ 2 années
de mise en place progressive, parce que ça a été progressif, des comités socio-économiques et donc de disparition des CHSCT. Moi, j'ai fait vraiment une différence entre les grandes et les petites entreprises. Vous l'avez dit, vous êtes salarié d'une grande entreprise. Dans les grandes entreprises, vous aviez des comités d'établissement dans les différents établissements, l'équivalent du comité d'entreprise par établissement. Et puis, vous aviez généralement, ça a été très bien dit à l'instant, une délégation du personnel à un niveau plus petit, plusieurs délégations du personnel, de délégués du personnel et de CHSCT dans les établissements. Et donc, vous aviez une vraie proximité par les délégués du personnel et les CHSCT au plus près du terrain. Et cette proximité, elle a largement disparu parce que maintenant, vous n'avez que les comités socio-économiques qui, le plus souvent, sont au niveau où étaient les comités d'établissement et puis vous n'avez rien dessous. Alors, pas complètement rien, parce que les ordonnances prévoient la possibilité de mettre en place des représentants de proximité qui sont censés remplacer un petit peu les délégués du personnel, mais je rappelle que ces représentants de proximité ne sont pas du tout obligatoires. Ils peuvent procéder que d'un accord et qu'il faut un accord, donc il faut obtenir un accord pour avoir des représentants de proximité qui… Et puis de toute façon, ils n'ont pas les prérogatives du CHSCT. Il y avait le CHSCT, les représentants de proximité, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc cette proximité, elle a été perdue. Et ce que je trouve très net, c'est que, encore une fois, dans pas mal de tissus de petites et moyennes entreprises, moi j'ai beaucoup de clients qui reconnaissent que l'instance unique, ça leur va plutôt bien. Parce qu'encore une fois, ils n'étaient pas forcément dans des secteurs dans lesquels il y a une tradition syndicale d'engagement très forte. Ils avaient du mal à constituer leurs instances et qu'ils trouvent que c'est plus rationnel, que les meilleurs travaillent plus et que c'est à eux qu'on fait appel, que les moins motivés, finalement, leur apportaient pas grand-chose, parce que c'est ça, dans une entreprise, il faut parler clairement, quand on n'est pas motivé dans le militantisme, ça vaut partout, on n'est pas très utile pour qui que ce soit. Et donc, il y a pas mal de petites entreprises où j'ai des élus, même parfois de syndicats qui étaient vraiment vent debout contre la mise en place de la mesure et qui étaient très opposés. Et puis, il y a les grandes entreprises. Et là, on a perdu en proximité pour les raisons que j'ai indiquées. Et donc, le principal procès que je ferai, moi, à cette instance unique, c'est son uniformité. Et c'est le fait qu'elle fonctionne et qu'elle soit mise en place selon les mêmes règles et les mêmes modalités, qu'on soit dans une PME de 80 salariés ou un groupe de 10 000. Ça, c'est vraiment ça la difficulté. Bien, je vous remercie. Alors moi, j'ai deux questions qui ont été posées ici sur la boucle. La première était relative au faible nombre et au nombre de plus en plus faible d'inspecteurs du travail. Et donc, au même titre que des médecins du travail dont le nombre diminue. Et donc, le contrôle par l'inspection du travail, en fait, a une efficacité moindre du simple fait des politiques publiques de non-renouvellement ou de diminution des agents. Deuxième intervention, c'est plutôt une question. Comment intégrer le rééquilibrage territorial dans la réflexion sur le droit du travail, le droit à la formation, l'accompagnement des salariés comme des entreprises et la mise en œuvre du télétravail? Et d'autres interventions. Alors, n'est-ce pas précisément au terme de cette période de profonde mutation sociale et économique qu'il faudrait conjuguer les efforts des centrales syndicales afin d'organiser une conférence nationale sur l'emploi et les conditions de travail? Et enfin, quel recours auront ceux qui auront pris des risques en travaillant sur le terrain, surtout s'ils sont contaminés? On a vu que les requêtes auprès du Conseil d'État n'aboutissaient pas. D'autres souhaitent des primes, même ceux qui ont perdu en revenus en chômage partiel souhaitent une compensation. Merci. Alors, assez rapidement, je vais balayer ces questions. L'insuffisance des moyens alloués à la médecine du travail, à l'inspection du travail, c'est une question majeure. Cette insuffisance de moyens, elle est criante et elle va croissant. Elle se traduit par un recentrage très fort des inspections du travail sur leurs missions prioritaires, ce qu'on voit très très bien dans la période de pandémie, c'est-à-dire que alors là, il faut vraiment être dans une situation très très difficile avec une forme de danger immédiat, certain et immédiat sur la santé et la sécurité pour espérer avoir une intervention de l'inspection du travail, a fortiori dans des périodes comme celle-là. Mais de façon générale, on est tous dans nos activités, on constate le nombre de prérogatives que
tel que le Code du travail le prévoit, les inspections du travail ont pour intervenir dans les entreprises. On sait la faible intervention et le peu de recours qu'on a auprès d'eux, le faible taux de retour positif qu'on a quand on les sollicite. Et on ne leur reproche pas nécessairement parce qu'on connaît un peu les conditions dans lesquelles ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Ils sont de moins en moins sur le terrain. Il y a eu une évolution de l'inspection du travail qui conduit quand même à les mettre de plus en plus dans les bureaux et de moins en moins sur le terrain. C'était une volonté politique très claire. La médecine du travail, j'en parle même pas, c'est encore pire. Là, il y a carrément une volonté, une pression très forte et récurrente depuis de nombreuses années pour la faire disparaître purement et simplement et la remplacer par une médecine de ville, considérant qu'il n'y aurait plus de spécificité au niveau du travail. Enfin, tout ça, c'est deux parents pauvres des relations sociales dans ce pays. Et ça pose la question de la puissance publique et du relais du pouvoir de la puissance publique directement auprès des entreprises. Je rappelle souvent le judiciaire, c'est le travail des avocats et des organisations syndicales. Le judiciaire, ça ne remplace pas la puissance publique. Le juge, il n'est appelé à intervenir que quand il est saisi sur la base de textes, de règles de droit. C'est pas lui qui peut aller, c'est pas le juge qui va dans les entreprises exiger le respect de règles élémentaires de sécurité ou de santé pour les salariés. Le juge, très souvent, en plus, vous le savez, il est condamné à, son rôle ne consiste qu'à pouvoir condamner a posteriori et très souvent de traduire en dommages et intérêts. C'est d'ailleurs une question qui vient après. Traduire en dommages et intérêts l'indemnisation. Mais enfin, les dommages et intérêts, c'est très très bien pour réparer les dégâts, mais ça ne remet pas en cause les dégâts. Ça les répare financièrement, mais ça ne les évite pas. Et donc, on ne peut pas confondre les deux. On a besoin d'une administration du travail, d'une santé au travail, d'une médecine du travail, d'une inspection du travail efficace, dotée de moyens et qui puisse aller sur le terrain, y compris dans ces périodes-là, et qui s'adapte aux nouvelles formes d'emploi. C'est un débat politique absolument essentiel. Le rééquilibrage territorial. Je ne sais pas si c'est à la politique, je sais pas si au droit du travail d'œuvrer au rééquilibrage territorial. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais le droit du travail, ce qui est important, c'est qu'il protège tous les salariés de la même façon, quel que soit l'endroit où ils vivent. Si c'est ça la question, alors oui, c'est un enjeu majeur. Et quelles que soient les chaînes de production qu'il y a au-dessus d'eux, je pense notamment à toutes les chaînes de sous-traitance. On a souvent parlé de ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Enfin, il y a évidemment une difficulté. Pour couvrir tous les salariés de la même façon, j'aime bien rappeler qu'en France, on a la convention collective de branche étendue, que c'est une spécificité française et que c'est cette spécificité qui n'existe pas ou quasiment pas dans les autres pays démocratiques, quels qu'ils soient, en Europe ou ailleurs, qui fait que vous bénéficiez de la convention collective de la métallurgie, que vous travaillez dans un groupe de 10 000 salariés ou dans une petite PME de quelques salariés ou TPE, si c'est votre convention collective, vous bénéficiez de l'ensemble des avantages de la convention collective. C'est un sésame de nos relations sociales, la convention collective étendue. Au lieu de chercher à l'affaiblir, on devrait sans cesse la valoriser et la dynamiser. C'est elle qui garantit l'uniformité de la protection des salariés dans leur secteur d'activité, quelle que soit l'entreprise à laquelle ils appartiennent. C'est elle qui garantit aussi, et c'est au moins aussi essentiel, c'était d'ailleurs l'origine de la convention étendue, c'est celle qui garantit l'égalité entre les entreprises de ces secteurs. Parce que si vous ne voulez pas que ce soit sur les salaires qu'on fasse le dumping social pour chercher à attraper la main-d'œuvre, eh ben, il faut qu'il y ait un cadre conventionnel global. C'est aussi une manière de garantir. Je rappelle toujours qu'en 1936, l'essentiel de la mobilisation pour obtenir la convention collective de branche étendue du Front populaire, ben, c'est une démarche patronale. C'est intéressant quand même de le rappeler. La conférence nationale sur l'emploi, ça évidemment, vous prêchez un convaincu. On doit avancer vers une vraie démocratie sociale digne de ce nom en France. On n'y arrive pas. Il y a eu un essai au début de l'année. Retrouvez les 2 premières années 2012, les discours de François Hollande sur ce sujet. J'ai souvent critiqué, y compris. Et c'est intéressant parce que moi-même, j'ai souvent critiqué des mesures qui avaient fait l'objet d'un accord majoritaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux ANI de 2013, qui a donné lieu à la loi de sécurisation de l'emploi, la réforme des licenciements économiques. J'ai fait des plateaux et des colloques pour critiquer telle ou telle mesure. Mais je constate qu'à un moment, y compris les organisations syndicales qui ont le plus contesté cette réforme, à un moment, elles sont obligées de reconnaître que cette réforme a fait l'objet d'un accord majoritaire au plan national interprofessionnel
et que quand même, c'est une force démocratique et une valeur un peu plus forte que quand ça procède uniquement d'un ministre du Travail ou pire, d'un débat parlementaire adopté par 49.3. Et à un moment, même les opposants, d'abord dans la discussion, ils arrivent comme il y a une négociation collective précisément, ils arrivent à faire valoir leur voix. Et donc, même quand s'ils ne sont pas signataires à la fin, ils pèsent. On pèse dans une négo, on pèse toujours dans une négo, on peut s'employer à peser et donc à faire entendre sa voix. Et puis ensuite, eh ben, on constate qu'il y a quand même une assise démocratique beaucoup plus large qui fait que la réforme, elle n'est pas contestée de la même manière que quand c'est une loi travail en 2007 adoptée au 49.3. C'est pas la même chose sur le plan démocratique et ça crée pas la même chose et ça redescend pas de la même manière dans les relations sociales au niveau des entreprises. C'est pas accepté de la même manière. Je pense que c'est un sujet toujours aussi névralgique et c'est toujours le parent pauvre de ce pays. Donc il est impératif de le reprendre pour les majorités futures. Les recours contre les recours de ceux qui ont été maltraités aujourd'hui dans la période, il peut y avoir des recours civils en dommages et intérêts, évidemment, pour mise en danger, pour violation des règles élémentaires de sécurité, ça peut être des actions prud'homales en responsabilité, ça peut être des actions pénales pour les choses les plus graves, qui peuvent être conduites a posteriori. Après la crise, après l'embolie et l'arrêt des juridictions, j'ajoute que, en principe, on peut dès maintenant, puisque la dernière ordonnance prévoit que maintenant les procédures doivent repartir, sinon comme avant et avec les règles particulières d'organisation des audiences que j'ai rappelées tout à l'heure. Mais enfin, le droit est quand même là et on doit pouvoir faire sanctionner au plan civil en dommages et intérêts. Ce qui va être plus difficile, c'est le problème de la période, c'est toutes les mesures d'urgence, les référés civils qu'on ne pouvait pas faire de façon aussi large, ou qu'on ne pouvait le plus souvent pas faire du tout, pour ordonner non pas des indemnisations ou des condamnations pénales, mais la modification du réel immédiatement, c'est-à-dire les actions, celles qu'on préfère nous, parce que c'est ça le droit du travail moderne, c'est d'intervenir en référé pour faire cesser les troubles immédiatement avant qu'ils ne surviennent, et pas uniquement les corriger en dommages et intérêts ou en sanctions pénales a posteriori. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Alors, Monsieur Minier. Au risque tout de même d'une augmentation massive du nombre de demandeurs d'emploi, peut-on penser que, comme en 1999, la réduction du temps de travail pourra de nouveau apparaître comme une revendication légitime pour résoudre effectivement cette question, contrairement à la période récente où finalement on a résolu la question du chômage par davantage de précarité, davantage de contrats atypiques? Moi, je suis absolument convaincu que la question de la réduction du temps de travail n'est pas un sujet du passé, mais reste un sujet d'avenir et qui reviendra fatalement pour une raison simple de politique économique et pour une explication économique simple. Déjà, au-delà de la question sociale, c'est qu'on produit de plus en plus de richesses avec de moins en moins de travail, avec une productivité qui continue à se développer, notamment chez nous. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la réduction du temps de travail, elle existe partout, y compris dans les périodes où on l'a reproché à la France, elle existait partout. Quand vous prenez le pourcentage de travail et d'emploi à temps partiel dans un certain nombre de pays qui n'ont pas de régime dit autoritaire d'organisation et de répartition de la durée du travail, quand vous avez les taux de contrats précaires des Pays-Bas, c'est un partage de travail. C'est des bons emplois à temps plein pour certains bien payés, et des miettes et des emplois beaucoup moins beaux, et des emplois avec l'obligation de cumuler plusieurs emplois pour arriver à vivre dignement. C'est une forme de répartition du temps de travail et de réduction du temps de travail pour certains. Moi, je préfère une organisation un peu plus directive qui doit être évidemment aujourd'hui fondée sur la négociation. Elle était déjà en 98 et en 2000 au moment des lois Aubry. Elle doit épouser les formes modernes de l'horizontalité de l'organisation de la vie sociale et être fondée encore plus sur des formes négociées. C'est évidemment la négociation collective qui doit l'organiser, mais il faut une impulsion étatique. Et il faudra poursuivre un mouvement de réduction de la durée du travail. Ça pose aussi la question du revenu universel. Ça pose plein de questions qui sont quand même des questions qui sont devant nous face à la mécanisation des tâches et à l'augmentation de la productivité par baisse du temps de travail nécessaire pour répondre à l'ensemble des besoins de production. C'est un sujet d'avenir.
Merci. Moi, je vous propose de conclure, hein, vu l'heure qu'il est. Conclure. Oui, j'ai déjà. Je vais sans doute redire un petit peu ce que j'ai déjà dit. Attention au caractère par hypothèse. Je me méfie du par hypothèse, par définition temporaire de mesure, qui pourrait perdurer bien au-delà d'une période sanitaire, dont il est déjà prévu qu'elles perdureront au-delà, jusqu'au 31 décembre pour l'essentiel des mesures en droit du travail dans la période, jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré. Je rappelle que ça va être fin juillet, donc fin août minimum, pour des règles très très dérogatoires de fonctionnement des juridictions, la généralisation du télétravail sans condition. Je me méfie beaucoup de ces mesures qu'on présente temporaires et qui pourraient s'inscrire dans la durée et qui auraient pour effet de remettre en cause des garanties essentielles, pas uniquement des travailleurs, mais des justiciables de façon générale, donc des citoyens dans une période plus longue. Et je terminerai pour dire que la question que je crois poser dans une période comme celle-là et qui dépasse complètement le droit du travail, mais qui est directement impactée par le droit social, c'est la question de l'exercice d'un certain nombre de libertés fondamentales, individuelles et collectives dans des périodes comme celle-là. On peut comprendre, je pense que chacun conçoit que des libertés fondamentales soient mises entre parenthèses, remises en cause partiellement, d'exercices plus difficiles. Il y en a qui sont d'exercices impossibles en confinement, quasiment tout, l'essentiel d'entre elles. La liberté de se réunir, de se mobiliser, de s'organiser, d'éduquer nos gosses, la liberté de... Tout ça est remis en cause, de se cultiver. Mais je vois déjà dans la loi et dans la pratique et dans ce qu'on annonce surtout de ce que pourrait être le maintien de mesures barrières très très strictes pendant en fait des mois voire des années, je vois un vrai danger et surtout une impérieuse nécessité qu'il y a à défendre nos libertés ici et maintenant, y compris dans ces périodes extraordinaires, et donc de réfléchir à des nouvelles modalités d'exercice des libertés fondamentales individuelles et collectives qui doivent être incontestablement, et personne ne dira le contraire, conciliées avec des impératifs de protection sanitaire. Mais on ne peut pas partir du postulat que je subodore de plus en plus que état d'urgence sanitaire égale règle de protection égale mise au rencard de toutes les libertés individuelles, collectives, fondamentales qu'on ne peut pas exercer parce qu'il serait évident qu'on ne pourrait pas les exercer dans cette période. Rien n'est évident. Et si je suis un peu malicieux, je dirais que connaissant le peuple français, de toute façon, il n'acceptera pas. Donc, de toute façon, il faut s'occuper de cette question. Comment on concilie tout ça dans des périodes qui ne seront pas, contrairement à ce qu'on a pu croire, tous, espérer, juste de quelques semaines ou de quelques mois, qui vont être des périodes beaucoup plus longues. Comment on concilie nos libertés individuelles avec les impératifs de santé et de sécurité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, c'est pas intéressant. Maître Colin. Je remercie tous les participants en direct et sur Facebook. Je vous invite aussi à suivre nos prochains webinaires la semaine prochaine. Donc le 4 mai sur le développement économique de la ruralité, le 5 mai sur sortie de confinement dans les écoles, quelle suite, quels moyens, avec des représentants d'enseignants, et le 7 mai, quelle politique de réindustrialisation en France face à la prédation financière, l'exemple de Luxfer. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de 1er mai et à bientôt. Au revoir.